France Culture, bienvenue au club. Alors, c'est l'histoire de Maolo, qui provoque une petite révolution dans le monde du kabuki, c'est le théâtre traditionnel japonais, du haut de ses 10 ans seulement. Il fait sa première entrée sur scène aujourd'hui même à Tokyo dans le rôle principal d'une pièce écrite spécialement pour lui et qui narre les exploits d'un guerrier à travers un Japon du XVIe siècle peuplé de serpents géants et de babouins féroces. C'est ce que j'apprends en tout cas dans l'article de Philippe Messmer, correspondant du journal Le Monde à Tokyo. Alors pourquoi c'est exceptionnel ? Pas parce que Maolo n'a que 10 ans, pas non plus parce qu'il a la nationalité française en plus de japonaise, mais parce que sa naissance devrait lui interdire d'être là. Parce que pour entrer dans la guilde des acteurs de kabuki, il faut avoir un père qui a été lui-même acteur de kabuki, car dans ce théâtre, ce sont les hommes qui tiennent tous les rôles, même féminins. C'est ce qui a empêché la mère de Maolo, actrice de théâtre classique, de faire ce que son fils a réussi à faire et lui vaut aujourd'hui une revanche. Et peut-être bientôt, une revanche pour toutes les actrices japonaises. Maolo est un coup de tonnerre dans le ciel bleu du kabuki. Alors, pourquoi vous raconter tout ça ? Car j'ai en face de moi un acteur qui a fait une entrée tout aussi fracassante que Maolo dans le cinéma français, et lui non plus, on ne l'attendait pas là. Bonjour Karim Leclou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je disais donc, avec cette histoire du petit Maolo, on ne vous attendait pas là. Est-ce que vous attendiez à être là, à avoir cette place-là dans le cinéma français aujourd'hui ? Non, mais je me pose pas trop de questions sur ma place et du coup ça m'aide à être là où je suis en fait. Voilà, j'ai pas de plan ou de conscience forcément de là où je suis. Je n'ai jamais trop maîtrisé la géométrie dans l'espace, donc voilà, ça me permet d'être juste les pieds sur terre et c'est pas mal. En tout cas, vous êtes dans un triangle, peut-être pas celui des Bermudes, mais celui de l'attention de tous, puisqu'on a pu vous voir en début d'année dans le film Pour la France de Rachid Ami. On peut vous voir dans la série Hippocrate de Thomas Lilti sur les plateformes de Canal+. On pourra vous voir présenter au Festival de Cannes le film Vincent doit mourir de Stéphane Castan. Et vous êtes donc dès demain à l'affiche de Temps mort en salle. Rien qu'à le dire, ça fait beaucoup. J'imagine qu'à tourner, ça fait encore plus. Oui, après, il s'avère qu'il y a des films que j'ai fait en 2021 et qui sortent en 2023. Et après, voilà, c'est surtout des films et des projets qui me passionnent. Du coup, je trouve pas que le temps est long quand vous faites des choses que vous faites avec, en tout cas pour ma part, avec sincérité et des projets passionnants. Et le film Temps mort, justement, de F. Duchemin, je trouvais que c'était et je trouve que c'est un joli film sur l'univers carcéral, puisque c'est un film très original qui se passe en dehors de la prison. Et ça, je trouvais ça très joli, surtout que dans la fiction, je trouve qu'on parle souvent de la prison comme une boîte à fantasmes ou un lieu uniquement criminel, où on aborde l'être humain à travers justement juste le regard d'un détenu. Et là, je trouve que c'est un film qui parle de l'impact de la prison à la fois sur les détenus, mais aussi sur les vies familiales, sur la thématique de la réinsertion, à la fois de réinsertion de l'intime, dans l'intime et sa vie familiale, et à la fois dans la vie sociale. Et je trouvais que c'était extrêmement joli et que, bénéficiant du regard de F. Duchemin qui vient du documentaire, qui a filmé l'institution, c'est-à-dire dans la prison, elle a fait des films au niveau des détenus et à la fois un film merveilleux qui, je crois, est encore accessible sur Arte TV. C'est le film En bataille qui est fait sur une directrice de prison.
Oui, qu'elle a suivi, dont elle a suivi les pas et qui l'a beaucoup inspiré pour ce film, donc Temps mort, qui raconte effectivement 48 heures dans la vie de trois détenus, Amouzin, Colin et donc Bonnard, que vous incarnez. Si vous me le permettez, j'aimerais qu'on remonte quand même un peu le fil de votre carrière pour voir d'où vous venez. Vous êtes né en région parisienne en 1982, vous avez grandi à Saint-Cyr-l'École. Alors une mère standardiste réceptionniste qui écoute Gainsbourg et Ferrat, et un père magasinier qui préfère Jimi Hendrix et les Rolling Stones. Vous avez du coup choisi entre les deux, entre la chanson française et le rock'n'roll? Non, les deux. J'aime mon père et ma mère, de façon égale. Donc je m'estime chanceux d'avoir grandi dans un univers où la culture était là. Oui, c'est ça. Vous dites que ce sont eux qui vous ont dit que la voie culturelle était une forme de voie d'émancipation. Ce sont eux qui vous ont complètement, qui m'ont transmis, en tout cas, l'idée que dans ce monde, c'était une des façons d'exprimer une voix importante, c'était la culture. Et du coup, je crois que je leur dois beaucoup dans cette idée aujourd'hui d'être comédien et surtout d'avoir grandi dans un milieu populaire et avec toute la beauté aussi parfois du milieu populaire, parce qu'on en parle assez rarement. Ça m'a beaucoup aidé dans la construction sûrement de mon désir d'être acteur. Mmh. On en parle, c'est vrai, peu souvent, mais vous l'incarnez, vous, à l'écran, j'ai l'impression. Cette forme de joie, et cette forme de joie simple, et peu importe d'ailleurs le milieu d'où on vient. Oui, en tout cas, j'apprécie, j'ai la chance de faire un métier qui me passionne. Et la passion, le temps, quand on fait un métier qui vous passionne, le temps passe vite. J'ai travaillé pendant presque 10 ans dans des petits boulots alimentaires et parfois j'ai vu aussi beaucoup autour de moi la thématique, quelque chose lié à la pénibilité du travail, à l'épuisement des corps. Et j'estime qu'être acteur, c'est aussi porter d'autres voix, et puis c'est aussi avoir la chance d'avoir un temps de vie qui est un temps passionnant, et le temps de jeu est un temps passionnant. Et d'ailleurs, dans Temps mort, ce qui est très joli, puisque comme le dit le titre, Temps mort, et moi, vous m'excusez, j'aime le sport aussi, c'est que dans le temps mort, il y a un temps très précieux qui est presque le temps de l'arrêt de jeu. Et parfois, dans les arrêts de jeu d'une rencontre sportive, ici, il passe des choses passionnantes. Et dans ce film, pendant 48 heures, de suivre ces détenus, ça va être quelque chose d'assez passionnant, puisque c'est un temps de vie où ils doivent réintégrer une cellule familiale et redevenir pour certains des pères, d'autres des fils. Et il y a quelque chose de passionnant à suivre ces trois personnages. Vous dites justement que vous aimez le sport. Je crois que dans votre chambre d'enfant, il y avait des posters de Roberto Baggio, attaquant de l'Italie, Diego Maradona, meneur de jeu de l'Argentine. Et vous dites: j'aime le foot pour les émotions et les sensations folles qu'il est capable de procurer. Il offre une dramaturgie avec laquelle même le cinéma a du mal à rivaliser. Alors, si justement le football a la dramaturgie en plus, qu'est-ce que le cinéma a en plus? Le cinéma, je trouve, pour moi, c'est l'art d'immortaliser le sentiment. Il y a quelque chose de joli, de comment immortaliser une époque, de comment capturer une époque, de comment réinventer les choses, de permettre un regard différent presque à chaque réalisateur, chaque individu. Et pour moi, c'est un art de l'instant à la fois qui est très vivant et qui s'arrêtera de manière définitive dans le temps, et qui sera... C'est l'image d'un temps comme ça qu'on capture, et d'un temps précieux. C'est un temps... Moi, par exemple, le temps du plateau, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un temps précieux de vie. C'est des temps très puissants. Et j'aime regarder je trouve que c'est un art, oui, qui immortalise le sentiment et qui immortalise une époque, qui est le temps d'un instant, et qui reste le temps d'un instant comme ça, à la fois fugace et à la fois inscrit dans le temps à jamais. Le temps d'une époque, justement. Dis-moi, ce mec, il est bien ton copain? Non, mais dis-moi si je me trompe, il est ton pote? C'est mon pote. Ok, alors il est pas correct. Je veux plus qu'il mette les pieds chez moi. Mais je peux pas lui faire ça. Surtout pas son frère noir. Mon frère noir. Je crois seulement que les gens sont libres de faire ce Comment qu'ils ça? pensent. Quoi, libre? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le mot libre? Libre! Il n'y a personne de libre ici. Même moi, je bosse. Aucune liberté. Tout le monde bosse. Tu veux être libre, tiens, tu es libre de prendre cette commande et de la livrer. C'est ça, la liberté. Tout le monde en place. Allez, on a du boulot ici. Vous restez là à rien faire. Et toi, t'as peur de te brûler avec ce putain de four. Allez, au boulot. C'est ça l'adresse? Quoi, c'est ça l'adresse? C'est l'adresse, c'est bien ça qu'il vient de me demander. C'est ça l'adresse. C'était un extrait du film de Spike Lee, Do the Right Thing, que vous avez évidemment reconnu, qui est peut-être le premier moment où vous vous êtes dit « Ok, moi maintenant je veux faire ça ».
Pas réellement, mais c'est la première fois en tout cas que j'avais, sans le comprendre, un film qui m'avait impacté socialement. Je trouvais que c'était un film qui magnifiait les quartiers populaires, qui les traitait avec beaucoup de poésie. Et puis on voit à travers l'extrait que vous avez pris quand même une modernité extrême, puisqu'on a l'impression qu'il parle de maintenant, en 2023. Je crois que le film est daté en 89 ou 88, je sais plus, mais en tout cas c'est fin des années 80. Et on a l'impression que ça parle d'Uber Eats. Donc il y a quelque chose où je me suis dit, ouais, quelle modernité, quelle intemporalité chez Spike Lee. Vous le savez, quand on écrit les biographies, notamment des acteurs, il y a un moment donné où il y a marqué, entre guillemets, un jour. Et vous, dans votre biographie, il y a marqué un jour, il décide de suivre les cours Florent. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Est-ce que vous vous souvenez de pourquoi, après avoir vivoté dans des petits boulots, jusqu'à environ, je crois, l'âge de 27 ans, vous êtes décidé d'aller à cet endroit-là? Parce que j'avais juste envie de voir comment c'était, et que j'y connaissais absolument rien au milieu théâtral ou celui du cinéma, et que je vivais moi juste le cinéma en tant que spectateur, et j'avais envie juste d'essayer, de voir. Et donc... Et ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à des très grosses journées. Surtout, ce que je me souviens, c'est de me lever à 6h du matin, de traverser l'Île-de-France, de travailler à 8h jusqu'à 18h, puis après de repartir sur Paris, d'aller en cours de 19h30 à 22h30, je crois, et puis de rentrer chez moi à 1h du matin. Donc je me souviens comme ça de très grosses journées. Puis j'ai eu la chance... à travers ces années-là, de rencontrer des amis, des gens qui me sont chers, et j'en garde surtout des rencontres, notamment, je vais parler de Taha Loumeïzi, de Lotfi Labidi, d'Hélène Marty, Loïc Freinet, Hervé Dubayoula. Voilà, j'ai envie de les citer, c'est des camarades de classe ou une prof qui m'ont marqué. Hélène Marty qui dit de vous, il a, à la façon d'un Depardieu, une manière à lui d'occuper l'espace, et dans le regard, quelque chose qui vous traverse. Je suis assez d'accord avec elle, et je voudrais juste, avant de vous poser la question de ce rapport au corps et à l'espace, de comment vous l'appropriez, qu'on écoute quelques mots justement de Gérard Depardieu. Je crois que l'authenticité, c'est la nature, c'est un peu l'enfance en même temps, c'est tous ces appétits d'enfant. Et il ne faut pas trop s'arrêter aux films qu'on fait, il faut les faire et après les laisser vivre. D'ailleurs, parce qu'on change, on vieillit un peu, je m'aperçois que je m'épaissis. Mais quand je tourne, j'ai toujours la même enfance, c'est-à-dire on est toujours surpris. On ne soupçonne pas à quel point il y a des mémoires à l'intérieur de nous-mêmes qui font que dès qu'on pousse ou dès qu'on émotionne un peu ces choses-là, comme une espèce de ventilo à l'intérieur pour ouvrir ces portes, c'est extraordinaire ce qui peut sortir. Et il y a aussi des choses qui ne font pas tout à fait plaisir, qui ne sont pas à ce qu'on voudrait. Mais ma foi, il faut s'en servir. Et je dois dire que ce qu'il y a de bien dans ce métier, cette famille, c'est d'avoir toujours... Pour moi, je ne peux m'exprimer qu'avec des gens que j'aime et avec lesquels on peut travailler l'amour autant que les relations. Et j'aime beaucoup travailler avec des gens qui ne sont pas non plus que des machines, mais qui avancent, quoi. Des gens qui avancent. Est-ce que Gérard Depardieu fait partie des acteurs qui vous ont donné envie de devenir acteur? Beaucoup d'acteurs m'ont donné envie d'être acteur. Et ce qui me donne le plus envie d'être acteur, en vrai, c'est pas... Ce qui est assez étrange, c'est pas forcément les acteurs, c'est plus les histoires qui sont racontées, les scénarios, les destins de vie qu'on traverse. C'est pas j'ai pas quelque chose de la personnification de l'acteur, mais quelque chose lié plus au sujet... à ce qui est dépeint, et je trouve qu'en ça, il y a quelque chose de très grand dans notre métier, mais c'est plus les textes ou les scénarios, dans mon cas, qui me bouleversent et qui m'interrogent. Vous vous interrogez assez peu finalement sur la technique de jeu? Oui, je m'interroge peu. Mais de manière générale, j'aime bien ne pas m'interroger. Je trouve que acteur, c'est interroger les autres, notamment le réalisateur. Quand vous êtes réal, là, vous devez apporter des réponses. Moi, mon métier, peut-être, c'est des fois d'interroger, voilà, et de m'interroger. Ça veut dire vous interroger ou l'interroger lorsque vous êtes devant la caméra ou en dehors de la caméra, ou est-ce que même jouer devant lui, c'est aussi l'interroger, peut-être le bousculer, aller le chercher ou aller la chercher, puisque Ève Duchemin est une réalisatrice? C'est de collaborer ensemble, c'est de travailler. Moi, ce que j'aime, c'est collaborer autour de l'écriture, collaborer autour d'un rôle et travailler ensemble. D'ailleurs, c'est pas que
que le langage d'ailleurs d'un acteur ou d'un réalisateur ou réalisatrice, mais de toute une équipe de cinéma. Et c'est ce qui est beau, c'est que c'est un métier qui interroge le collectif pour une vision d'un réal ou d'une réale, mais en tout cas, c'est le collectif qui apporte toute sa force à une vision personnelle d'un sujet. Et ça, moi, j'aime bien faire partie de ce collectif. Ouais. Est-ce que ne pas trop s'interroger, c'est comme le disait Gérard Depardieu, garder peut-être une part d'enfance, d'innocence par rapport au métier qu'on fait, aller finalement sur un film vierge et puis le laisser vivre ensuite et puis en passer à un autre? Il y a quelque chose, en tout cas, de fascinant, c'est que ça vous appartient absolument pas, et vous donnez tout sur le moment présent, et puis après il vit sa vie. Il y a quelque chose où on oublie, et le film, lui, continue à exister, et je trouve ça assez dément. Voilà, je trouve ça assez dément d'interroger l'instant, et que à la fois ça n'existera plus jamais pour vous, mais qu'il y aura une trace du temps qui aura été figé à un instant. Et effectivement, pour moi, il y a un truc de gros gamin à faire ce métier. Il y a quelque chose d'enfantin. On joue, on met en scène le jeu. Je veux dire, il y a à la fois quelque chose d'extrêmement important, fort, et puis il y a aussi un aspect hyper enfantin à jouer. Et moi, j'aime ça. Je trouve que, d'ailleurs, quand vous arrêtez, moi, ça m'arrive des fois sur un plateau de regarder tout le monde comme ça. C'est comme si on était dans une cour de récréation et que tout le monde était très sérieux. Mais finalement, on revient à l'étape cours de récréation. Même si on a beau intellectualiser tout ce qu'on veut, à un moment, il y a l'aspect récréatif de la chose. Et moi, c'est quelque chose qui m'amuse aussi. Il y a un autre lien avec Gérard Depardieu. Vous dites « Je suis un gros mangeur ». C'est une appétence qui m'ouvre l'appétit du jeu. Et il y a un lien pour vous entre manger et croquer un personnage. Ouais, en tout cas dans le cadre du film de Ève, parce que je vais reparler aussi du film, Bonnard, c'est un ogre qui dévore tout, et qui se dévore lui-même. Voilà. Et du coup, effectivement, je trouve qu'il y a un lien entre la nourriture et le jeu, en tout cas moi que je fais, mais j'aime bien, effectivement, je trouve que habiller un personnage, ou dans le cadre de Bonnard, d'exploser comme ça, parce que c'est un personnage ogresque. Oui, il y a quelque chose lié à la nourriture, et d'ailleurs on le voit quand sa maman lui sert des steaks d'à peu près 3 kg. Et c'est ce que je trouvais beau dans ce personnage. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a une scène, la scène où il revient chez lui, est une scène de déjeuner de famille, et on le voit qui engouffre la nourriture parce qu'il a le plaisir de regoûter à une cuisine qui lui plaît, que pour une fois il a le choix de ce qu'il mange. Et je trouvais ça assez joli, justement, à travers la nourriture, de raconter quelque chose aussi de l'ordre de la prison, et que lui redécouvre un goût, la cuisine de sa mère, et forcément il la savoure. Et je trouvais que d'ailleurs dans le film il y a quelque chose de très fort sur tous les personnages, c'est comment finalement, sans aucun pamphlet, comment dans des choses aussi quotidiennes, on redécouvre à quel point l'extérieur à la fois nous manque, et à la fois, pour mon personnage, parfois l'effraie, ce rapport à l'extérieur. Et je trouvais ça très, très beau, que ce soit par de la quotidienneté qu'on raconte aussi ce rapport à la prison. Vous incarnez des personnages qui sont souvent liés à des endroits. Dans Bac Nord, c'est à Marseille, la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement de Paris, où c'est parfois une origine, mais elle est à chaque fois différente, algérienne, albanaise, belge, etc., etc. On a l'impression que vous pouvez endosser toutes les identités sans qu'on sache jamais exactement vous rattacher à une seule. Mais je pense que même la question d'identité, elle est plus complexe que c'est ça qui est beau des fois dans la voie culturelle. Je trouve que des gros traits bien définis. Je trouve que la complexité humaine et l'identité humaine est quelque chose de plus important que l'identité de papier, en tout cas quand on fait ce métier. Et du coup, c'est ce qui m'intéresse, moi, d'interroger ça. Peu m'importe les origines, ce qui m'intéresse, c'est les personnages et les traits de caractère et l'humain qu'il y a derrière. Et dans le cadre de la famille Bonnard, j'ai eu de la chance de jouer avec quand vous m'avez parlé de la Belgique, qui est un pays qui m'est cher de cinéma, avec des acteurs belges assez extraordinaires. Et je tiens à rendre un hommage appuyé à Johan Lezen, qui joue mon papa dans le film, qui est depuis disparu, mais qui est un immense acteur belge. Et c'est l'occasion de voir un de ses derniers rôles à l'écran, et de voir à quel point cet acteur est bouleversant. Avec si peu, il s'est donné énormément. D'ailleurs, dans le film, vous avez
je veux rendre aussi hommage à mes collègues, Isaka Sawadogo, qui a un personnage qu'on suit comme ça. Le personnage d'Amouzin, qui est très charismatique et très, très délicat dans le jeu, et Jarod Cousin, qui a d'une énergie assez folle, et qui a un jeune qui incarne vraiment toutes les problématiques liées à son personnage. Et je trouve que oui, le film d'ailleurs de Ève, ce qu'il y a de joli, c'est qu'il interroge l'universalité du regard qu'on porte, parce qu'il interroge aussi à travers les familles. On voit l'impact, vraiment, le fait d'être en prison, et tout d'un coup l'impact que ça a dans les vies familiales. Et à quel point aussi, moi, je m'en suis rendu compte en faisant le film, à quel point parfois on a tendance à mettre loin, comme la question de l'asile, alors quel que soit ça peut changer en fonction du régime politique, de la région dans le monde dans lequel vous êtes. Et je trouve que la question de la prison est une question qui nous concerne tous. Et je trouve que le film le rappelle, et à quel point justement ce point de vue original sur le fait de sortir avec des détenus et d'en revenir avec des êtres humains est un joli parcours, et qui est un regard très délicat de la part de Ève Duchemin. Karim Leclou est dans Bienvenue au Club sur France Culture pour ce film, film France Culture. J'adore ce titre, Bienvenue au Club. J'ai l'impression que je signe dans un club de foot. Vous êtes le bienvenu, le Standard de Liège que vous supportez, en tout cas que votre personnage Bonnard supporte dans le film. Et sinon, ça va là-bas? Tu te fais pas trop marcher sur les pieds, j'espère. Attention, hein. C'est l'honneur des Bonnards qui est en jeu. Genre. Oui, pardon, maman, j'arrête. Allez, terminement. On parle plus de la prison. Bah, allez. Les enfants, on mange. Bon. Eh bah, je voudrais juste trinquer au bonheur d'être en famille, voilà. Oh, new dame, new, how could you go? Twisted, sick, but I'm on the floor. Come rescue me. Tears ain't blood, but oh, how they flow. Reasons bleeding. Tell me no more. Get into me. I should have gave the leash to your soul, but now I've lost control. And there you wander aimlessly. For you that freedom's your goal, but I'm telling you, your freedom is the end of me. Your freedom is the end of me. Freedom is the end of me. Your freedom is the end of me. Et donc nous sommes avec Karim Leclou pour parler de Temps mort, ce troisième long métrage de Ève Duchemin, mais premier long métrage de fiction, justement d'ailleurs, dans ce film qui raconte une permission, 48 heures dans la vie de trois détenus, donc Amouzin, Colin et Bonnard que vous incarnez. Est-ce que le fait qu'Ève Duchemin ait une expérience de documentaire fait qu'elle vous a dirigé différemment qu'un réalisateur de fiction ? En tout cas, elle m'a apporté beaucoup de choses sur le langage du corps. Ouais. Quand on parlait de la dimension ogresque du personnage, moi j'ai pris un peu de poids, et quand j'ai découvert le film, j'ai vu à quel point, par exemple, Amouzin était un rapport presque mécanique, et comment à travers le corps on racontait aussi l'impact des longues peines. Donc je trouvais qu'il y avait déjà une direction à travers le corps qui était très puissante. Je trouvais que l'énergie de Jarod, qu'elle a magnifiquement utilisée pour raconter la jeunesse, et que c'est vraiment trois destins de personnages très différents, et qui sont vraiment déjà dans le corps très, très, très différents. Et ça, je trouve que c'est une des grandes forces de Ève, c'est de faire des belles définitions de personnages à travers le corps, et que du corps naît la pensée. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, et non pas le processus inverse. Et puis elle a un rapport presque animal, elle vous dirige, elle est là avec vous en permanence sur le plateau, et vous la sentez à vos côtés. Et on a travaillé par exemple tout le hors-champ
en improvisation, que ce soit avec mon ex-femme, avec ma famille, et de créer des vrais rapports humains, j'ai l'impression que ça a vraiment bonifié notre rapport au jeu. Il y a justement quelque chose d'étonnant, c'est qu'on ne sait jamais pour quel fait les 3 personnages ont été emprisonnés. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes recréé vous-même? Est-ce que vous en avez parlé avec Ève Duchemin? On en a discuté avec Ève pour construire, je pense d'ailleurs, les 3 personnages qu'on suit. Mais effectivement, je trouvais ça assez joli, justement, qu'elle ne se positionne pas en tant que juge ni garante de la morale, et qu'elle ne mette pas non plus le spectateur dans cette position, et que le spectateur puisse réfléchir et se faire son cheminement personnel sur ces hommes. Et je trouvais que c'était à la fois un regard qui n'était pas manichéen. Elle angélise pas ses personnages, mais elle en fait quelque chose de complexe. Et je trouvais par exemple dans le personnage de Bonnard qui avait une humanité troublante, qui interrogeait le regard de la logique, puisqu'il pourrait être considéré parfois psychologiquement défaillant, et en même temps comment il semble comment vous dire, très très complexe, d'une dualité assez formidable entre son humanité et cette violence qu'il contient, qui dans le film à un moment il rejaillit. Et je trouvais que cette dualité chez ce personnage était quelque chose de très beau à défendre et qui m'a touché. Voilà, je trouvais que ce regard sur les prisons, sur la prison, sur la question d'être enfermé dehors, était une jolie question qui dépassait largement d'ailleurs la thématique carcérale. Avec plusieurs scènes très puissantes, notamment une scène où le personnage que vous incarnez revient devant la porte de la prison, mais je laisserai les auditeurs qui iront voir ce film Temps mort au cinéma découvrir cette scène très forte. Comme vous, au début, je me suis dit que temps mort, ça voulait dire la pause sportive, c'est-à-dire ces 48 heures de permission était une pause. Et puis, au fur et à mesure du film, j'ai fini par me demander si le temps mort n'était pas le temps en prison, puisque quand ces personnes sortent, elles reviennent exactement au même endroit quand elles sont rentrées. Rien n'a changé, comme si le passé revenait instantanément. Je pense qu'il y a une dualité entre ce temps mort qui est un grand temps de vie de cette permission de 48 heures et ce temps mort qui est un temps perdu parfois. Le temps de la prison pour ces hommes, et sur des rapports familiaux, sur des rapports de société qu'on a du mal à récupérer. Et du coup, je trouve que c'est pour moi, le titre, je le vois de 2 façons. À la fois un grand temps de vie et des choses très puissantes qui se passent en 48 heures, et à la fois tout l'impact de ce temps perdu qui est difficile à récupérer. Merci infiniment, Karim Leclou. Merci à vous. Ève Duchemin a réalisé donc ce film Temps mort qui est en salle dès mercredi et dans lequel vous incarnez un personnage absolument magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.